Bonjour, je m'appelle Cindy et je suis développeuse back-end. Avant, je travaillais dans le milieu de la culture. J'ai travaillé notamment dans le milieu de la musique. Et puis après, je me suis tournée vers la tech. J'ai intégré des équipes de service client et de communication. Et puis en 2017, j'ai décidé d'être développeuse. J'avais 29 ans et ma vie a complètement changé. J'ai enchaîné les montagnes russes émotionnelles. J'ai intégré une formation qui était hyper intense et difficile, mais j'avais quand même des wins parce que je me voyais progresser. J'ai pas eu trop de difficultés à trouver ma première entreprise, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, plus le temps passait et plus je me suis démotivée. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à prendre du recul, jusqu'au moment où j'ai commis une bourde sur Slack. Je suis allée dans le channel général, et puis le plus innocemment du monde, j'ai demandé « Est-ce que vous connaissez des devs en reconversion qui ont abandonné? Si oui, pourquoi ?» Mes collègues ont complètement flippé, du moins ceux avec lesquels je partageais mon bureau. Et quelques temps après, ils ont voulu discuter de ça avec moi. Ils ont essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. À travers mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 principales raisons d'abandonner sa reconversion. Soit on commence à faire du dev et on se rend compte qu'en fait on déteste ça. Soit on aime coder, mais trouver une première expérience s'avère hyper difficile. Soit on trouve une entreprise, mais les conditions de la première expérience sont pas terribles. Moi, j'ai envie de m'intéresser justement à cette situation parce que c'est celle que j'ai connue. Et j'aimerais qu'on réponde à cette question ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour éviter l'échec? On abordera ça à travers 4 points. D'abord, j'aimerais vous rappeler pourquoi nous accueillir est une bonne idée. Comment garantir l'apprentissage continu? Comment valoriser les compétences transférables et les autres? Et après, favoriser l'évolution professionnelle. Pourquoi nous accueillir est une bonne idée? Tout d'abord, vous le savez, je le sais, on le sait tous, il y a une pénurie de développeurs et de développeuses. Il suffit de voir le nombre d'articles qui parlent de ce problème-là. On en parle beaucoup, mais les remises en question sont insuffisantes. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cet été, c'est une histoire de LinkedIn. Je cherchais du travail, et du coup, j'ai ouvert mon profil LinkedIn, et une recruteuse m'a approché pour un poste dans un service client de sa propre boîte. Moi, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas, je cherche un poste de dev. Elle me dit, vas-y, lis l'annonce pour nos postes de dev, tout ça. Donc moi j'y vais, je lis l'annonce. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu qu'il cherchait des devs de type école d'ingénieur Bac+5. J'avais les boules et j'ai décidé d'être un petit peu peste. Du coup, j'ai répondu à cette recruteuse. Je lui ai dit, je pense que mon profil ne convient pas, donc je ne répondrai pas à cette candidature, enfin je ne présenterai pas ma candidature. De toute manière, vous cherchez que des Bac+5 et des gens diplômés d'école d'ingénieur. Et elle m'a répondu, bonne continuation. Soit elle s'en foutait, soit elle m'a trollé. Jusque-là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je remarque que beaucoup d'entreprises continuent de fonctionner comme si on n'existait pas et comme si on n'avait rien à apporter. Alors qu'on a des points hyper positifs. D'abord, on a de la maturité. C'est bien simple, un dev en reconversion, par définition, a eu une vie avant. Donc, on a vécu des expériences, et puis un jour, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à ce qu'on aimait, peut-être qu'on détestait notre métier. Du coup, on a pris du recul, et on a décidé de changer. On mène des réflexions sur nos propres vies et sur ce qu'on veut. Donc, on est plutôt prêt à intégrer le marché du travail dev. L'autre point positif, c'est notre détermination. Parce que quand on s'engage dans une reconversion, c'est un parcours du combattant. Il faut trouver des financements. Parfois, il faut quitter son employeur. Sans oublier la pression sociale. Il faut aussi convaincre ses proches que c'est une bonne idée. Là-dessus, ça me fait assez marrer quand beaucoup de devs disent qu'on n'est pas vraiment là pour des bonnes raisons, qu'on fait des reconversions que pour l'argent. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne travaille gratuitement. Et deuxièmement, parce qu'on travaille très très dur. C'est hyper difficile de faire une reconversion, c'est hyper dur de sacrifier tellement de choses pour changer de vie. Donc, nos places, on les a méritées, on n'est pas des imposteurs.
Nous recruter, c'est une aubaine pour la diversité de nos profils. Les formations accélérées, elles sont démocratisées, donc on observe des personnes de plus en plus différentes dans notre milieu. Ça permet d'éviter des problèmes, comme le scandale de la reconnaissance faciale du iPhone X. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, ça s'est passé en 2017. Des consommateurs de Chine se sont rendus compte que le système de reconnaissance faciale ne les distinguait pas les uns des autres. C'est plutôt ballot parce qu'en 2015, la Chine représentait 15 parts de marché pour Apple. 15% de parts de marché pour Apple. Donc ça veut dire que l'équipe qui a développé ce système a négligé une population importante. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? En résolvant plus de problèmes, en pensant à plus de problèmes, et on anticipe en recrutant des personnes différentes. La morale de ma première partie, c'est « recrutez-nous ». Le principal souci quand on fait une formation courte comme moi j'ai fait une formation de 5 mois, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas été confronté à suffisamment de problèmes, donc on n'est pas forcément prêt à travailler tout de suite. C'est pour ça qu'il est important de garantir l'apprentissage continu. Déjà, ça passe par la planification de nos premiers pas. J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler en tant que développeuse, on m'a mis sur un petit projet pour que je puisse monter en compétence tout doucement. Jusque-là, tout va bien. Le problème, ça a été le moment de la livraison. En fait, on ne s'était pas rendu compte de tous les problèmes qui touchaient cette application. Résultat, l'un de mes collègues a gentiment repris la main et débugué très très vite. Alors, il ne m'en a pas voulu, mais il n'était pas très joyeux à l'idée de s'occuper de ça. Ça aurait pu être évité si on avait une meilleure connaissance d'une application avant de la confier à une personne qui n'y connaît pas grand-chose. Apprendre à apprendre, c'était le mantra de ma formation. Pour tout vous dire, en commençant dans cette école qui s'appelle la White Code School, j'ai dû faire des tests de personnalité. On a tous dû faire des tests de personnalité qui n'ont aucune valeur scientifique. Le but, c'était derrière de s'inspirer de ces résultats pour rédiger une charte d'apprentissage. Donc en fait, c'est une série de règles auxquelles on doit se tenir pour pouvoir progresser. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, cette charte d'apprentissage, je l'ai fait évoluer avec le temps. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me connaître. J'ai découvert mes points forts et mes points faibles. Et du coup, ça a fait gagner du temps à tout le monde dans mon équipe. Si vous avez plein de ressources, vous pouvez aller plus loin en créant des bootcamps internes. Le principe, c'est d'accueillir une promotion de développeurs au profil atypique, donc des devs en conversion, des devs autodidactes, et de les former aux standards que vous attendez. C'est ce que fait la société Arola, qui est une boîte de consulting. Arola a créé une sous-boîte de consulting qui s'appelle la Combe du Lion Vert. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la Combe du Lion Vert, ça permet de prendre des personnes toutes fraîches qui ont envie d'apprendre et de les façonner pour répondre aux attentes des clients. Ça demande bien évidemment des ressources considérables. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'établir comme une sorte de programme, c'est de planifier cette montée en compétences. Valoriser les compétences transférables et les autres. Quand on commence une reconversion, on se pose souvent la question suivante. Est-ce que tout ce que j'ai appris avant, je dois le balancer ou pas? Est-ce que c'est important ou est-ce que tout doit être effacé, tout doit être oublié? Fort heureusement, la réponse est non, parce qu'il existe des ponts entre nos anciennes vies et notre quotidien de développeur. Qui ici connaît cette citation? Bon, on va s'arrêter là. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est donc une citation de Lavoisier, enfin, du moins qu'on lui attribue. Lavoisier, qui était un chimiste du XVIIIe siècle. Il est connu pour avoir théorisé la conservation de la masse. Donc j'imagine qu'ici, tout le monde sait ce que c'est. Non? Génial. Moi, je pourrais vous apprendre un truc aujourd'hui. Le principe de la conservation de la masse, c'est que lors d'une réaction chimique, le poids des atomes au début est le même que, pardon, pas le poids, la masse, excusez-moi, la masse des atomes au début est la même que la masse des atomes à la fin. En fait, les molécules se divisent, les atomes se séparent, s'allient, etc. Et en fait, rien n'est perdu. Tout se transforme. Et j'aime à croire que nos savoirs fonctionnent un peu de la même manière. On ne peut pas tout virer du jour au lendemain, rien ne s'évapore.
La semaine dernière, un développeur de Doctolib a d'ailleurs fait un retour sur sa vie de développeur en reconversion. Avant, il était architecte d'intérieur et il a établi des parallèles entre son ancienne vie d'architecte d'intérieur et son quotidien de développeur. Il a fait un parallèle hyper intéressant concernant la connaissance du contexte. Il disait, en tant qu'architecte d'intérieur, c'est hyper important de savoir connaître le contexte d'un bâtiment. De la même manière que nous, quand on développe une application, c'est hyper important, quand on récupère du code, de comprendre l'intention. Là, j'ai parlé de la situation dans laquelle on utilise ses compétences transférables. Mais on peut aussi revivre un petit peu son ancienne vie à travers des side projets. Pour ceux qui n'en ont jamais fait des side projets, ce sont des moments réguliers ou ponctuels lors desquels une équipe peut s'adonner à divers projets. Les side projets, c'est plutôt bien vu, plutôt bien accepté parce que ça permet de sortir du quotidien, du stress, des objectifs habituels. Et pour les devs en reconversion, c'est vraiment génial parce qu'ils peuvent mettre à profit leur expertise d'antan. Ça présente toutefois certains risques. Quand c'est mal organisé, quand le temps est mal mesuré, les side projets peuvent devenir plombants. On parle de side projets qui en fait deviennent des projets. Et puis quand on est dans les devs en reconversion et qu'on se consacre à autre chose que du code, on perd du temps d'apprentissage. Donc c'est encore une chose à bien mesurer. Et après, favoriser l'évolution professionnelle. Nous, on est au début de nos carrières de développeurs, au début de nos carrières de développeuses, et on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on va rester développeur? Est-ce qu'on va rester développeuse? Est-ce qu'on va devenir product owner? Est-ce qu'on va changer de langage? Est-ce qu'on devrait apprendre d'autres choses? On ne sait pas. Et du coup, on a plein de questions à vous poser, à vous, les seniors plus expérimentés, aux personnes qui connaissent mieux ce vaste monde de la programmation. Ça passe par plein de conversations. Mais le problème avec ces conversations, c'est que parfois elles sont émaillées de conflits d'intérêts et de paternalisme. Je m'explique. L'un de mes camarades, un jour, s'est vu proposer un petit changement, enfin un gros changement en fait, on lui a demandé de changer de langage pour travailler, en lui disant qu'en fait ce serait hyper avantageux pour travailler sur l'un des projets de la boîte. Mon camarade a trouvé ça plutôt intéressant, de voir autre chose. Le problème, c'est qu'il manquait d'expérience et on n'avait pas investi suffisamment de ressources pour lui permettre de monter en compétences. Il s'est noyé, il s'est perdu, il s'est retrouvé isolé, il a perdu du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à son intérêt à lui, on a pensé à d'autres intérêts, et en plus, l'exécution était mauvaise. Moi, de mon côté, j'ai presque vécu une situation similaire, où on m'a proposé une évolution professionnelle qui n'avait rien à voir avec mes aspirations. Et surtout, je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a brandi comme argument « mais t'as pas l'air très motivé, peut-être qu'au fond, le code, c'est un peu trop difficile pour toi. » Inutile de vous dire que j'ai refusé cette évolution professionnelle. J'ai envie de vous poser une question, et j'aimerais que vous la posiez avant de répondre aux interrogations des devs en reconversion. Vos intentions sont-elles honnêtes? Est-ce que vous voulez vraiment nous aider ou pas? Si la réponse est oui, devenez mentor. Aidez-nous à devenir vous, ou à devenir mieux que vous. Ce qui est génial avec le mentorat, c'est que c'est un contexte qui est privilégié. On est en dehors de la boîte, donc il n'y a pas de pression liée à l'avenir d'une boîte. On peut parler ouvertement, on peut s'exprimer librement, on peut parler de ses doutes, de ses craintes, de ses aspirations. Et vous, ou certains d'entre vous, qui avez plus d'expérience, vous pouvez partager tous vos retours d'expérience. Vous pouvez partager votre recul. Vous pouvez nous aider à nous orienter et à nous projeter. En conclusion, je dirais qu'accueillir des juniors en reconversion, ça demande des efforts de la part des équipes accueillantes et de la part de la communauté. Ça ne peut bien se passer que sous le sceau de l'organisation, de l'empathie et de la bienveillance. Et enfin, toutes ces réflexions que je mène, tout ce que je partage avec vous, c'est censé servir pour tout le monde. Je parle énormément de garantir l'apprentissage continu. C'est inhérent au métier de développeur, au métier de développeuse. Donc moi, je vous encourage à profiter de cette arrivée de profils différents. Profitez-en pour exiger plus et mieux pour notre communauté.
Merci de m'avoir écouté. Merci Cindy. Oh ben voilà, je crois qu'il y a des questions. Merci Cindy pour ta conférence. Moi je suis complètement convaincu qu'il faut mettre plus de juniors dans les équipes et puis qu'on a trop de seniors et que voilà, ils se font des batailles entre eux pour savoir quelle est la meilleure techno. Seulement dans la direction, c'est souvent vécu comme on ne peut pas prendre de juniors parce qu'on n'a pas le temps de les former ou parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on est en train de sortir un nouveau produit. Ou alors ils vont pas bien s'intégrer. Et c'est toujours la question du temps qu'on va devoir investir dans les gens, qui pour moi est nécessaire. Et du coup, quels sont les arguments à donner à mon boss si je veux le motiver un petit peu à plutôt recruter des juniors que des seniors? Merci, c'est une bonne question. On m'a déjà posé d'ailleurs cette question. Comment convaincre du coup la direction qu'il faut recruter des juniors? Plusieurs choses. C'est en tant que senior que tu poses la question? C'est en tant que senior que tu poses la question? Non, c'est en tant que personne qui aimerait bien avoir des juniors dans les équipes. D'accord. J'ai juste une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu veux des juniors? Parce que quand tu mets que des seniors entre eux, le code avance pas plus vite, quoi, en fait. Parce qu'il se tire dans les pattes un peu. Ok, bon, tu as déjà une première réponse à ta question qui est celle-là. Le fait est qu'en tant que senior, alors je fréquente beaucoup de seniors, de développeurs avec des profils seniors, qui me disent souvent qu'en fait, au bout d'un moment, ils ont besoin de passer à autre chose et de progresser. Et ça peut être technique, ça peut être de l'animation d'équipe, ça peut être plein de choses. On ne peut pas se transformer tout seul. En fait, c'est pas possible. Je pense que l'un des arguments à avancer, c'est je ne peux plus progresser, je ne me sens pas progresser et je ne peux pas délivrer un code de qualité à long terme si je stagne. Et le meilleur moyen d'avancer pour moi, c'est qu'on me pose des questions. Qu'on me pose des questions et qu'on me challenge. Avoir des juniors autour de soi, ça peut être très très challengeant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci pour cette conférence. Du coup, moi, pour avoir des fois recruté, encadré entre des fois des juniors qui sortent de l'école ou des personnes en reconversion, c'est vrai que des fois c'est plus difficile avec des personnes en reconversion parce que la personne, elle arrive avec son bagage, elle a déjà peut-être eu des épreuves ou des paroles qui l'ont déjà blessée auparavant. Du coup, j'avais envie de te poser cette question. Quelles sont les paroles ou les attitudes qui t'ont le plus encouragé ou qui t'ont le plus aidé, qu'on a pu avoir envers toi et qui t'ont aidé à progresser ou... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de... On m'a posé beaucoup de questions quand je suis arrivée dans ma première entreprise. On m'a demandé comment est-ce que tu veux apprendre, comment est-ce que tu peux apprendre. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte qu'on ne me choisissait pas juste en tant que dev en plus, que dev junior un peu faire valoir. Je me suis rendu compte qu'on me recrutait pour moi. Et avec ce que j'avais compris de moi-même et avec ce que je pouvais apporter. Ça a été cet échange-là. En fait, quand on est dans un rapport entre senior et junior, ce qui peut être assez problématique, c'est que ça peut être très unilatéral, en fait. En tant que junior, on peut être là, avoir beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, on pose plein de questions, on peut avoir des déceptions, plein de choses. Et ce qui fait beaucoup de bien quand on est en reconversion, sachant que très souvent on est plutôt adulte et plus vraiment adolescent, ce qui fait beaucoup de bien, c'est justement d'être avec des personnes qui ont cette curiosité-là, de savoir ce qu'on peut apporter et de ne pas nous considérer comme des enfants. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a encouragé. Merci. J'ai une question. Du coup, je trouve intéressant cette manière d'aborder les choses et ça répond en écho un petit peu à la première conférence qu'il y a eu à côté où le speaker évoquait les jeunes, en parlant des jeunes C, un petit clin d'œil au langage C. Du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, là, tu évoques le rapport entre senior et junior en parlant de ton expérience qui est une reconversion. On a également ce qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est-à-dire des jeunes qui sortent de l'école, enfin des plus jeunes en âge, et qui a priori auraient comme défaut d'être un peu sur deux. Est-ce que toi,
tu as eu dans tes différentes expériences des confrontations justement avec des jeunes qui sortent de l'école, qui ont forcément un parcours différent du tien, moins d'expérience, peut-être plus de connaissances, quoique, ça reste à démontrer. Et du coup, quelle est ton approche par rapport à... Voilà, une entreprise, c'est un écosystème, il y a des seniors effectivement, qui peuvent bien accueillir, mais il y a également des jeunes diplômés. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça, dans une équipe ? Ta question, c'est quelle est ma place dans une équipe, dans voilà. cette population, ouais. disons. Comment tirer le meilleur profit de toute cette diversité-là? Alors, c'est ma situation actuelle. Là, maintenant, je suis dans une nouvelle société où il y a des gens avec des profils vraiment très, très divers, avec des sensibilités hyper différentes, des âges différents, des vécus différents, des problèmes différents. Pour le coup, moi, je ne peux pas vraiment... je ne peux pas casser des portes, en fait. Il faut qu'on me laisse ma place. C'est pas facile tous les jours, honnêtement, mais j'ai la chance d'être entourée de personnes qui me montrent que j'ai ma place à moi et que chaque personne a sa place à elle. Donc voilà, moi, pour le coup, je ne peux pas vraiment forcer les choses. C'est trop difficile. J'ai essayé, mais c'est vraiment très très dur. Et il faut aussi noter que quand on est dev en conversion, très souvent on est seul. Et ça peut mener à beaucoup de malentendus vis-à-vis de cette question de place, justement. Et est-ce que du coup tu peux être en fonctionnement, je dirais, avec un jeune qui a des compétences techniques, et toi, tu as ton expérience professionnelle, est-ce que du coup ça peut être justement un tremplin pour s'associer, apporter toi des choses à ce jeune qui n'a pas d'expérience, et lui peut-être te donner un coup de main techniquement? C'est pas une chose que j'ai vécue. Théoriquement, enfin moi que quelqu'un ici ait vécu ça, théoriquement c'est possible, mais il faut que les choses soient claires d'entrée de jeu. On est dans un métier qui... comment est-ce que je vais tourner ça? Disons que les égos sont très présents dans notre quotidien de développeur. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ce que j'ai apporté soit toujours accepté. Donc ma réponse c'est ça dépend. Merci. On prend une dernière question et après on ira manger. Oui. Bravo pour la conf et bravo pour la reconversion parce que c'est très courageux. J'avais plein de questions. La première, c'est est-ce que tu cherches encore du boulot? Donc celle-là, tu y as répondu. Une autre question qui m'intéresse, c'est mon école, moi, date d'il y a un petit peu longtemps. Mais en fait, dans les formations, dans les grandes formations de dev, en fait, on t'explique que tu es une élite, que tu vas gagner beaucoup d'argent, etc. Ouais. Je pense que ça a un peu formaté la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu penses, donc, par ton expérience ou par celle de gens que tu connaîtrais en reconversion, que le développement c'est fait pour tout le monde ou pas? Parce que c'est clairement pas ce qu'on nous explique dans les grandes écoles, en fait. C'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Et c'est un débat que j'ai très très souvent aussi. C'est très difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que, moi, dans ma promotion en formation, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient vraiment... c'était que des femmes déjà, elles étaient toutes très très différentes les unes des autres. Certaines ont choisi des chemins, pas forcément pour les bonnes raisons, je trouve. D'autres ont l'impression que finalement c'est pas pour elles, mais elles y arrivent très très bien. C'est assez compliqué de répondre à ces questions, de savoir si tout le monde peut devenir développeur, développeuse, si tout le monde a sa place. J'ai envie de dire quand on veut on peut, mais c'est pas complètement vrai. Moi, pour le coup, avant de commencer ma formation, je ne savais pas si ça se passerait bien ou pas. Je n'avais aucune idée. Mais en tout cas, j'ai besoin de me lancer dans quelque chose, et je me suis lancée là-dedans. Et c'était un défi pour moi. Et j'ai l'impression que la plupart des personnes qui font une reconversion, en particulier dans le développement web, doivent se dépasser, parce que la marche est haute. J'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est pour tout le monde ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est difficile et que beaucoup de personnes peuvent y arriver en y mettant les ressources nécessaires et si elles ont de la chance. Merci Cindy. On va s'arrêter là.